Et donc, on peut passer aux questions auditeurs, si tu veux bien. Pas mal de questions encore cette semaine, donc on va essayer d'y répondre. Si tu es prêt, Baptiste, allons-y. Question de Mr. Pad sur Twitter qui me dit « Vous avez plusieurs fois mentionné le problème de spacing des Pels, des Pelicans autour de Zion. Pourtant, quand je regarde les stats des joueurs, j'ai la sensation qu'on est loin d'une équipe de non-shooters. » Donc il parle de Herb Jones, McCollum, cette année qui shoot bien, Trey, Murphy, Hawkins, etc. Ingram et Jonas Valanciunas shootent peu, mais les défenseurs les laissent-ils si ouverts que ça? Point d'interrogation. Quelle est un peu ta lecture? Comment est-ce que tu répondras à ça, toi, Baptiste? C'est que là, dans les joueurs qu'il a mentionnés, déjà Zion dans le 5 majeur, il joue avec Herb Jones et Jonas Valanciunas, et c'est deux joueurs qui ont... Alors Herb Jones a les pourcentages, mais il a absolument pas la respectabilité, en fait. C'est ça, donc, en fait, Zion se retrouve, même si les joueurs ont les pourcentages, se retrouve à jouer beaucoup de minutes avec des joueurs qui ne lui offrent pas le spacing malgré leur pourcentage. En fait, il n'y a pas que le pourcentage qui compte, il y a aussi le volume, évidemment, dans ce côté dangerosité. Ouais. Et alors, tu vois, Herb Jones fait beaucoup de progrès, notamment balle en main, je trouve, quand il monte pas mal de choses offensivement. Les pourcentages sont là, mais il n'est pas tout le temps respecté autant que ça. Donc, le volume compte aussi. Ingram, c'est un peu pareil. Ingram, il est capable, mais Ingram, c'est pas quelqu'un qui naturellement, va prendre beaucoup de 3 points. Tu vois, si on rapporte par rapport à son temps de jeu, il en prend pas tant que ça des 3 points. Et comme tu dis, c'est aussi le fait d'en additionner plusieurs en même temps, en fait. Quand tu as à la fois Valanciunas sur le terrain, déjà, rien que Valanciunas, ça se bouche l'espace pour que Zion fasse un drive. Mais quand en plus tu as Valanciunas et Herb Jones, ou alors Valanciunas plus Dyson Daniels aussi, qui shoot pas tant que ça, mais qui est bon, le jeune Dyson Daniels, Najee Marshall aussi, qui joue pas mal, Larry Nance, qui a pas trop de shoot. Donc il y a des shooters, mais finalement un spacing, enfin je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi je trouve que pour un spacing, il vaut mieux avoir 5 shooters à 37-38% plutôt que 2 à 40 et le reste qui shoot pas trop ou pas top, quoi. Ah oui, c'est sûr. C'est même pour moi c'est évident. En fait la défense marche par dès qu'il y en a un, c'est la cible, quoi. C'est la proie qui est abandonnée, quoi. Comme dit, je crois que j'ai déjà fait l'analogie cette saison, je crois, maintenant que je le dis. Et c'est un peu comme la vitesse de groupe d'un groupe de randonnée, tu sais. Oui. La vitesse d'un groupe de randonnée, c'est la vitesse du plus faible, quoi. Et le spacing, c'est pareil. Ton spacing est aussi bon que le niveau de ton shooter le moins bon. Donc c'est un peu pour ça. Donc voilà pour cette question. Question de Lowliet243 sur YouTube. Est-ce que vous pensez que la version actuelle de MPJ, Michael Porter Jr., sera sa version finale? Ou est-ce qu'on peut penser qu'il pourra élargir sa palette? Question intéressante. Lui nous dit: j'ai l'impression que off-ball, il cut un peu plus, ce qui est intéressant. Il n'hésite pas à poser un dribble pour effacer le close-out et prendre des mi-distances, mais est-ce qu'il peut réellement améliorer son dribble pour créer davantage et devenir un joueur plus de pull-up selon vous? Il peut avoir plus de volume, je pense. Mais en termes de valeur, je pense qu'on n'est pas loin de sa valeur maximale. J'ai du mal à le voir devenir un créateur. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à le voir devenir un créateur vraiment d'un tiers supérieur, quoi. Disons que le dribble bloque tout en fait pour l'instant, parce qu'on est vraiment sur un non-driver total quasiment. Oui. On parle souvent de non-shooter. On est sur un non-driver qui n'a jamais été très fort là-dessus. Qui avait des comparaisons avec Kevin Durant à l'époque, mais parce qu'il y avait le pull-up, mais finalement on n'a pas vu qu'il n'y avait pas le drive, quoi. Donc là-dessus, je pense qu'à ce stade de son développement, ce serait très étonnant qu'on ait des progrès conséquents, des progrès petit à petit, pourquoi pas, mais des progrès conséquents, non. Par contre, oui, l'avantage de son profil, c'est que c'est pas juste un brain force de 6-11, déjà, ça c'est important, mais c'est qu'il y a aussi toute une notion de cut derrière, et qu'on l'a vu en playoff, c'est-à-dire que c'est pas juste Klay Thompson un peu grand, c'est pas juste Bryn Forbes un peu grand, ou Troy Daniels aussi un peu grand, mais on a aussi quelqu'un qui utilise sa taille de manière fonctionnelle, comme on dit, sur des cuts, sur des coupes au panier, sur des dribble end-off sans ballon. Donc je pense que le drive ne sera pas là, mais c'est pas pour ça je trouve que malgré ça, il arrive tout de même à utiliser sa taille concrètement, en fait, sur des cuts, même si c'est pas sur drive, donc ça c'est quand même pas mal. Mais non, je le vois pas trop évoluer, malheureusement. Sur le profil. Question de Yoka à présent, qui nous dit, alors il nous parle d'une idée, il dit, je sais pas si ça mérite un épisode entier ou juste une question d'hebdo, mais je me demande comment le Thunder peut être avec un bon bilan, j'ai pas mis à jour, pardon, comment le Thunder peut être aussi fort en étant aussi mauvais au rebond, 29e au pourcentage de rebond défensif, Baptiste.
Parce qu'ils font tout le reste bien. C'est un peu l'idée. Vraiment, tout le reste, ils provoquent un nombre énormément de pertes de balles. Et puis en attaque, ils sont ultra efficaces, quoi. Donc ils n'ont pas besoin du rebond en attaque. Mais le rebond défensif, en gros, ils protègent super bien leur cercle. Voilà, quoi. Ils font tout bien, sauf le rebond. C'est un peu ça. Et il y a aussi le fait que sur le fameux jeu des possessions, finalement, comment est-ce que tu peux avoir plus de possessions que l'autre? Oui. Tu peux avoir des rebonds en plus, ou alors tu peux, comme tu dis, créer des turnovers en plus. Donc eux, ils concèdent des rebonds, mais comme ils créent aussi pas mal de turnovers, ils grattent un peu, ils compensent un peu de ce côté-là. Et en plus, je pense que c'est aussi une défense qui est tellement élite que certes, il y a des rebonds, mais de toute manière, ils autorisent une adresse adverse, entre guillemets, qui est assez mauvaise. Donc il y a aussi des dégâts qui sont limités de ce côté-là, quoi, finalement. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Question de Logan. Logan, question pour l'hebdo. Quel playmaker sur pick and roll n'a pas de partenaire élite à la finition? Et inversement, quel finisseur d'élite sur pick and roll n'a pas d'initiateur de haut niveau? Sachant que Logan est fan d'Indiana, je pense qu'il a envie qu'on dise à Liberton, non? Et il a un partenaire de pick and pop déjà. Hein. Mais il a du pick and pop, ouais. Le finisseur qui a pas de partenaire, je pense que Wemby est évident. Oui. On peut pas répondre autre chose. Ouais. Et le porteur de balle, qu'est-ce que Cade n'a je sais pas à quel point. Je pense qu'Ali Burton, il a du pick and pop, mais j'aimerais bien le voir avec un vrai mec explosif, ça serait sympa. Non, sinon moi je passe en Trae Young aussi. Oui. Trae Young, ça saute plus très haut et ça saute plus très rapidement. Clint Capella maintenant. Surtout depuis qu'il n'y a plus John Collins, qui avait un peu cette utilité de roller agressif sur pick and roll. Depuis qu'il n'y a plus trop ça, c'est vrai que je dirais que Trae Young, par rapport à son niveau de passing, j'aimerais bien le voir avec de meilleurs finisseurs, peut-être. J'aime bien. Est-ce que Kate Cunningham aussi, est-ce qu'on peut le mettre là-dedans? Jalen Brunson, d'ailleurs, il n'y a pas tant que ça de menace verticale. Il y avait Mitchell Robinson au début de C'est saison. vrai, il va revenir. T'as raison. Tu as raison. Question de Dime Zhao. Question pour l'hebdo. Lucas, vraie progression au shoot ou surchauffe? Ce à quoi j'ajoute une deuxième question de 6PO qui nous dit, je vais rebondir là-dessus d'ailleurs, à quel moment considérez-vous qu'un joueur a progressé sur son tir et donc il s'agit d'une simple surchauffe? Alors, Baptiste, Luka Doncic, surchauffe ou pas? Non, c'est une bonne question. Luka Doncic est-il un bon jump shooter? Ça mériterait un podcast, non? Il y aurait un podcast à faire, on est d'accord. Non, mais en fait, je sais pas. Pour moi, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé. Enfin, si, quand on regarde les pourcentages, ça a changé, mais en termes d'impact sur le jeu, passer de 35 à 37%, c'est pas non plus incroyable. Mais je sais pas. C'est une bonne question. J'avoue que j'ai pas trop. Mais quand on regarde froidement les choses, oui, il y a une progression aussi au lancer franc en plus. Mais j'ai l'impression que le toucher de balle, il l'a toujours eu, en fait, quelque part. Oui. Donc, je crois qu'on en parlait cet été. C'était peut-être une progression qu'on ne voyait pas venir et qui est en train d'arriver. Je sais pas. Le truc, c'est que il a une sélection de tirs qui est tellement mauvaise, entre guillemets. Enfin, pas qu'entre guillemets, il prend beaucoup de tirs difficiles, les fameux pull-up à 3 points. Que tu vois, ces pourcentages à 3 points sont pas comparables avec Herb Jones, justement, par exemple. Ah bah oui. Je peux pas les comparer, c'est pas les mêmes tirs, en fait. Donc faut aussi garder en tête, tu vois, quand des gens peut-être arrivent sur la page et disent « il est à 34-35% à 3 points en carrière », c'est pas le même 35% que n'importe qui. Il faut pas le juger sur l'échelle des 3 points comme tout le monde. En fait, c'est sur une échelle de tirs plus difficile. Mais bon, pour l'instant, où on n'a pas un échantillon aussi grand que ça, je dirais peut-être surchauffe. S'il le fait pendant encore 3-4 ans, oui. Mais là, pour l'instant, j'ai pas trop de réponse, quoi. C'est le propre de la surchauffe, c'est qu'on le voit sur un échantillon plus gros, en fait. On ne sait pas. Ouais. Surtout que ça bouge pas trop au lancer franc. Alors, un peu, comme tu dis, mais c'est pas non plus spectaculaire. Après, ce serait aussi normal qu'avec l'âge, le shooting, le shot-making pur s'améliore comme avec tout le monde, en fait, finalement. Et pour aussi répondre à la question d'à quel moment on considère un échantillon qui est viable. Alors, un échantillon intéressant, c'est autour de 250-300. Un échantillon pour sûr le niveau d'un shooter, les études disent autour de 700-800. Voilà, au bout de 800 tirs, on est à peu près sûr qu'un shooter est un bon shooter ou un mauvais ou un excellent, ou etc., quoi.
Et bon, après, c'est tout le truc avec Luka Doncic, c'est que les 800 tirs, il les avait déjà pris avant la NBA quasiment. C'est pour ça que j'avais fait un podcast, l'épisode 1 du Basket Lab là-dessus, si ça vous intéresse. Mais ouais, je pense qu'au niveau de l'échantillon, si on a 38% comme actuellement sur 3-4 saisons, ok, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, je pense qu'on est pour l'instant encore sur une surchauffe. Parce qu'on n'a pas tant que ça finalement des bons d'efficacité comme ça qui sortent de nulle part, c'est quand même assez rare. Question de Sixella, quel est votre all boring team, les 5 joueurs ayant été All-Star durant ces 5 dernières années, mais pourtant très ennuyant à voir jouer? Question intéressante ça. Oh la vache, on va pas se faire que des amis. Hein. Moi, il y en a un que je trouve pas ennuyant, mais je trouve frustrant. Ouais. Et là, je vais pas me faire beaucoup d'amis. Mais c'est Tatum. Ah ouais, tu le trouves frustrant? Ben, offensivement, c'est aussi son utilisation où c'est beaucoup de pull-up. Je trouve ça très redondant. Et en fait, c'est un peu. Je pense que moi, j'ai toujours voulu le voir comme un driver. Enfin, plus un driver qu'un shooter, quoi. Mais je sais pas. Je trouve que c'est pas non plus très créatif. Voilà. Ben moi, j'avais DeRozan. Ah oui. C'est frustrant, plus tant que ça parce qu'aujourd'hui on le connaît, donc je suis pas frustré parce que je suis pas déçu, mais ouais, Vucevic surtout. Vucevic, il a été All-Star en 2021. Alors je suis désolé les fans de Chicago, du coup ça s'accumule, mais Vucevic j'ai toujours trouvé un peu ennuyant. Alors là, si mon pote Mehdi écoute ça, voilà, Vucevic, c'est mon joueur que j'aime le moins en NBA, donc voilà. Ouais, j'ai jamais été trop fan, ouais, je suis d'accord. Est-ce que, alors moi j'aime beaucoup, mais est-ce que Chris Middleton, ça, c'est pas hyper fun à voir jouer, quoi, comme Brandon Ingram d'ailleurs, tu vois, c'est. Moi j'aime bien, je sais pas, moi je mets Ingram pour sûr. Ingram, c'est chiant à voir jouer. C'est bien, ça peut être bien. CJ McCollum, il a jamais été All-Star, CJ McCollum. Donc, non, jamais. Sinon, je l'aurais mis aussi. Qu'est-ce qui a été All-Star? CJ McCollum. Durant les 5 dernières années, je crois qu'on a déjà un début d'équipe. Là, on a Vucevic en pivot, Middleton, Ingram. Et qui c'est qu'on a dit sinon en arrière? On avait DeRozan. Moi, j'ai dit Tatum. Hein. Tatum, on peut mettre Tatum si tu veux aussi. Ouais, on peut mettre Tatum. Comme ça, je fais mon gros hater. Je vois que D'Angelo Russell a été All-Star il y a moins de 5 ans. Quoique, il y a des gens qui le trouvent spectaculaire, Russell, c'est vrai. Ouais, moi j'aime pas trop. Non, mais c'est vrai qu'il y a des flashs à la passe tout de même. Est-ce que, allez, réponse facile, est-ce que c'était il y a moins de 5 ans? Attends, All-Star Game 2019, allez, ça passe. LaMarcus Aldridge et Klay Thompson. Voilà. Allez. Ça passe ou pas? En plus, LaMarcus Aldridge retraite, personne nous en voudra. Ah, des gens de Témeret, ça passe? Des gens de Témeret, c'est pas passé. Mais il y a quand même un thème sur les joueurs que nous on trouve ennuyants. C'est quand même beaucoup de mi-distance. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais la Marcus Aldridge, c'est pas spectaculaire. Ouais. La Marcus Aldridge, c'est le petit le turner and jumper par-dessus l'épaule et puis ça marche. Hein. Ennuyant, ça veut pas dire mauvais. Hein. Ça veut dire bon ben voilà, c'est pas très fun quoi. Mais ouais, la Marcus Aldridge, Vucevic. Moi je mets Ingram. Toi tu mets Tatum. Et qui c'est qu'on a dit aussi en honneur? Moi je mets Dejounte. Toi t'as mis DeRozan. Oh putain, il y a beaucoup de Bulls, c'est beaucoup de Spurs. Bref, excusez-nous, chers fans de ces équipes. Question de Dismaël qui nous dit quels sont les 3 grands mythes de l'histoire de la Ligue que vous avez le plus envie de débunk. Alors là, on va continuer à pas se faire des amis. Allez, allons-y. Moi, c'est un peu tous les pensifs sur... Les pensifs ou les poncifs? Les poncifs, pardon. Où on ne peut pas être champion avec par exemple, sans expérience. Ah oui. Mais enfin, sans avoir été champion avant. Il faut connaître le chemin. Ça, je pense que c'est peut-être mon numéro 1, ça. C'est vrai. Et est-ce que tu savais que Michael Jordan, avant son premier titre, il n'avait jamais gagné de titre? Tu le savais ou pas? Ouais. Tu me l'apprends. Un mythe, est-ce que c'est un mythe ou pas? Le côté ça défend plus en NBA, pour moi c'est un mythe que même Adam Silver le dit, les gars, voilà quoi. Et puis je pensais à un autre. Ah oui, c'est pas tactique avant les playoffs. Bah, les mecs juste dites que vous regardez pas la NBA, en fait c'est pas grave quoi. Enfin, moi je trouve que il y a quand même beaucoup de tactique. Alors en playoff on passe à un niveau supérieur,
certes, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de tactique en playoff. Nous, on s'éclate toute l'année à regarder des trucs tactiques. Ah oui. Ah mais moi j'adore. Le début de saison, au tout début de saison, c'est Noël. C'est génial. C'est trop bien. Et même au point où on fait une indigestion, on arrive en janvier, février, parfois on se dit bon, il y a toutes les nouveautés, ça y est, on les a vues. On s'ennuie un peu janvier, février, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Et moi j'en ai un. Je saurais pas trop comment le formuler, mais tout ce qui touche au prospect, c'est-à-dire par exemple, mais il a que le shoot à travailler. Ou je trouve qu'on évalue plus, on n'évalue pas assez en fait le niveau réel d'un joueur au moment de sa draft. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Question. Ah bah tiens, les questions de Tom reviennent cette semaine. Les questions de Tom de Dunk Hebdo. Où en êtes-vous sur Shaedon Sharpe et Tari Eason qui ont malheureusement très peu joué cette saison? Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié dans les news, mais Tari Eason fin de saison, malheureusement. Ouais. Que penses-tu de Tari Eason et Shaedon Sharpe? Tari Eason, je pense qu'il a son rôle en NBA. Oui. C'est-à-dire un peu utility player plus, ouais. Avec de l'impact défensif, mais qui offensivement a pas touché de balle. Peut-être pas assez viable offensivement pour l'instant. Ouais. Et Shaedon Sharpe, c'est vrai que balle en main, moi j'ai beaucoup de limitations avec Shaedon Sharpe, quoi. Je suis un peu déçu parce que j'avais beaucoup aimé sa fin de saison dernière quand Lillard s'était blessé. Et au final, on l'a pas beaucoup vu, mais de ce qu'on a vu cette saison, j'étais pas fan. J'ai pas assez vu, hein, clairement. Je veux pas faire genre que j'anime une hebdo où je regarde les gros matchs et on parle tactique et qu'en plus je regarde Portland assez souvent. Donc non, je suis un peu en retard sur Shaedon Sharpe, mais les fois où je l'ai vu, ce qui m'embête un peu, c'est le côté à quel point est-ce qu'il peut être bon driver. Déjà, à quel point il y a l'explosivité, elle est fantastique, mais à quel point il peut la mettre au service du drive. Donc ça passe par le dribble évidemment. Et puis le côté un peu passing, lecture du jeu, intelligence de jeu, instinct, etc. Je reste un peu sur ma faim, mais le combo est tellement intéressant. Le côté explosivité plus shoot potentiellement de très haut niveau. Voilà, pas tous les joueurs explosifs ont ce shoot et pas tous les shooters ont cette explosivité. Donc c'est toujours un peu le jackpot potentiel, quoi, ce combo. Mais pour l'instant, Tom, il a 20 ans et on l'a pas trop vu, quoi. Donc pour moi, c'est un peu ma réponse facile pour l'instant, mais qui est la vérité. C'est qu'il a 20 ans à peine et qu'on l'a pas trop vu, quoi. On l'a même pas vu à la fac, puisque il avait pas joué pour pas abîmer sa cote, hein, souvenez-vous. Donc on n'a même pas ça sur quoi se reposer. Autre question, de plus en plus d'équipes utilisent un combo re-screen plus Gortat screen pour contrer le drop. Pensez-vous que ce sera le premier compteur de l'attaque face à ce type de défense en play-off? Oui, je pense. Ça, ou alors le pull-up à 3 points ou le pick and pop aussi. C'est ce qui fait mal au drop, finalement. En fait, il y a deux manières d'attaquer le drop. Hein. Le drop, c'est quand l'intérieur reste bas sur pick and roll. Mais soit tu le mets en danger, tu l'embêtes en mettant son attaquant loin de lui, donc le pick and pop. Hein. Du coup, il est obligé de rester bas puis de monter. Soit tu vas le chercher là où il est. Et donc, le Gortat, c'est quand tu fais un screen, un deuxième écran sur le positionnement de bas, et tu punis ce positionnement de bas, tu le prends à son propre jeu. Mais oui, je suis assez d'accord avec Tom. Et vous êtes plutôt pocket pass ou lob pass pour le rollman sur pick and roll, Baptiste? Lob. Ouais, ça dépend des situations. Ça dépend des situations, c'est pas les mêmes. Ça dépend du personnel aussi. Hein. Il y en a une, c'est pas contre le même type de couverture en fait, hein, finalement. La pocket, c'est face à de la pression. Le lob, ça peut être face à du drop notamment. Mais une lob, c'est toujours spectaculaire. Mais je trouve que c'est plus spectaculaire que ça n'est difficile pour moi, une lob pass, finalement. Oui. Beaucoup de monde peut faire une lob pass. Surtout si t'as Wemby en dunker. Dans le dunker spot. Avec Wembanyama, même il vaut mieux faire une mauvaise passe, comme ça, ça fait un lob spectaculaire, il peut la rattraper quand même. Les catch and shoot sur les 3 points above the break semblent être de plus en plus lointains. C'est quand qu'on appelle Ryan Anderson. Ah ben, ça, Tom, on peut plus l'appeler Ryan Anderson parce que ça bouge pas assez en défense, donc c'est pas viable. Hein. C'est l'inverse que de Tari Eason. Qui déclenche son shoot le plus rapidement, Matt Ryan ou Sam Hauser? Sam Merrill. Non, comment il s'appelle? Oui, Sam Merrill, ouais, Sam Merrill. Sam Merrill. Comment ça s'appelait cette émission-là? Je sais pas si t'as connu, toi. Sport Science, ça te dit un truc, Sport Science? Ça me dit quelque chose, ouais. C'était une émission sur ESPN où ils faisaient des expériences de science, mais avec des vrais athlètes NBA et tout. Il n'y avait pas, alors je sais pas si c'était là-dedans, mais Zion et la voiture ou quelque chose comme ça. C'était des trucs loufoques, ouais, en effet. C'était très années 2000. Hein. ça pue les années 2000, ce truc. Mais c'était très fun. Il faudrait demander à Sport Science s'ils peuvent pas mesurer
entre Sam Hauser et Matt Ryan. En effet, donc voilà pour les questions de Tom. Question de Alingua de Miami Heat France, évidemment. Mise en condition, félicitations, vous venez de vous qualifier pour les playoffs, mais nouvelle règle, vous n'avez le droit d'utiliser qu'un type de défense pour aller au titre. Lequel prenez-vous? Ah, vous avez le roster que vous voulez aussi. Oui, vous avez le roster que vous voulez. Bah, du switch alors. Oui, oui. Si on peut, oui. Si on a le roster qu'on veut, c'est la oui. théorie. Dans la théorie, le switch est la réponse à tout, donc je suis d'accord. Seriez-vous pour ou contre la règle du nettoyage de cercle en NBA? Le fameux, donc en Europe, où tu as le droit il n'y a pas d'interférence au panier. Tu peux nettoyer quand la balle est au-dessus du cercle. Contre. Moi, j'avoue que c'est une règle que j'aime bien. Ouais, je suis assez d'accord. Après, quitte à rajouter une règle, je préférais mettre celle-là que celle que enlever la règle des 3 secondes, qui je trouve, a des répercussions. Tu sais, le fait de ne pas pouvoir rester dans la raquette plus de 3 secondes, oui. Ça a des répercussions quand même assez énormes. Donc, quitte à en ajouter une, ok, mettons le nettoyage du cercle, mais je suis pas fan non plus. Mais en même temps, j'ai pas cette culture basket européen, moi, pour le coup. Donc, peut-être c'est ça aussi. Je sais pas si toi, tu l'as, mais moi, j'ai grandi avec la NBA et pas avec le basket européen. Donc, peut-être c'est pour ça qu'on l'aime un peu moins aussi, cette règle-là. Avez-vous un système tactique que vous avez vu dans le passé et plus depuis? Oui, c'est vrai, un système qui aurait un peu disparu. Et minimum 5-6 ans. C'est vrai que moi, il y a 5-6 ans, je faisais pas tellement de tactique au final. Donc, je vais te laisser cette question. Les portes de l'élévateur, tu sais, les elevators. Ah oui. Il n'y a plus tant que ça. C'était vraiment un système gadget beaucoup utilisé. Vraiment, Indiana l'a fait cette saison. Indiana le fait un peu, ouais, mais c'est franchement, à une époque, tout le monde l'avait, quoi. Et vraiment, tout le monde l'avait. Ça n'existe plus trop. Et même les horns, de manière plus générale, tous les systèmes un peu en horns tendent un peu à disparaître. Mais c'était très fun aussi à l'époque, les horns. Il y avait pas mal de trucs assez cool. Moi, ce que j'aimais bien quand j'ai commencé, c'était les floppies. Oui. Alors, il y en a toujours, mais peut-être un peu moins qu'avant, je sais pas. Ouais. Oui, il y avait aussi le loop de Tony Parker aux Spurs. Alors, le loop, c'était, en gros, il arrivait sur l'aile gauche, par exemple. Il remonte sur l'aile gauche, ça fait partie de la motion offense des Spurs, de ces sets-là, je veux dire. Donc, il arrivait depuis sur l'aile gauche, il donnait la balle au centre du terrain, et puis il allait ligne de fond, il faisait un loop, il faisait le tour du terrain contre ligne de fond, et il ressortait du côté de l'aile droite, du coup il faisait un tour complet, et c'était la spécialité de Tony Parker en Spurs, et on le voit plus trop, le loop de Tony Parker et des Spurs, ça pourrait être sympa. Question de Vincert, question pour l'hebdo. Vous pensez quoi de l'idée de réforme pour les brackets de playoff qui consiste en le premier choisit son adversaire entre le 5, 6, 7, 8, ensuite le deuxième prend un des 3 restants, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce système? C'est-à-dire, plus tu es haut placé, plus tu choisis. Moi j'adore. Ah ouais, moi j'adore aussi. Moi j'adore. Déjà d'un point de vue équité sportive, pour le premier c'est mieux. Et surtout pour les histoires, ça créerait des histoires de fou quoi. Ah ouais. Ah ouais, tu m'as choisi. Enfin, je sais pas. Le hit qui se fait choisir en deuxième, par exemple, tu vois, je sais pas, ce serait génial, quoi. Ouais, ou une bonne équipe qui se fait pas choisir aussi, par exemple. Ça peut être. Imagine, Sacramento cette année, ils finissent 5e. Imagine, personne. Ou alors, Sacramento se fait choisir de suite parce que les gens se disent ils sont pas bons alors qu'ils sont 5e. Ou des trucs comme ça, ouais. Donc pour le drama, ça peut être très marrant. Est-ce que tu serais pour le premier a le droit de choisir parmi les 7 autres? Il a le droit de choisir le deuxième, par exemple. Ah ouais, toi tu veux carrément pas juste les 4 derniers. S'il veut, il choisit le deuxième. Bah, c'est vrai que pourquoi pas. Voilà. Non, alors ça, tu vas peut-être un peu loin. Je vais peut-être un peu. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a peut-être un côté. En même temps, tu joues pour avoir l'avantage du terrain, ou alors un avantage tout court, quoi. Moi, ça me choquerait pas. Parce que parfois, on a des fins de saison où à une semaine des playoffs, t'as un joueur majeur qui se blesse. Et du coup, c'est plus tant la même équipe que ça, quoi. Donc, ouais, moi, si je suis le meilleur bilan de la conférence, j'ai envie de me dire, je vais choisir celle-là parce qu'ils ont un absent majeur, ou alors parce que nous, le match-up, on préfère celui-là. En plus, franchement, Adam Silver, là, il y a une cérémonie à faire en prime time, regardée par 15 millions de personnes en direct, avec... franchement, il faut le faire, ça, il faut le faire. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Question de Ilmatic. Que pensez-vous de la stratégie des Warriors de laisser Jaylen Brown ouvert à 3 points? Et plus généralement, pensez-vous que ce genre de stratégie est viable sur le long terme de laisser un shooter moyen, médiocre, mais qui a un gros volume? Qu'en penses-tu, Baptiste? Déjà que Draymond Green a justifié en disant que c'était un shooter à 34%, mais parce qu'il a juste pris en compte cette saison et ça aurait été plus judicieux de prendre toute sa carrière, peut-être, je propose, où il est plus à 36%, si je dis pas de bêtises. Mais je
Je pense que ça rentrait dans une philosophie globale des Warriors qui est assez particulière de boucher le cercle à tout prix. Et donc, ils ont un peu choisi leur venin. Mais pour moi, ça me semble pas viable sur un shooter du niveau quand même de Jaylen Brown. C'est ça, ouais. Pour moi, ça me choquerait pas de le faire contre un non-shooter ou un mauvais shooter, mais c'est vrai que Jaylen Brown, c'est quand même un step un peu au-dessus, donc c'est un peu étonnant. Mais alors, pour citer, je vais citer ma source, hein, il l'a très bien formulé, je l'ai retweeté, mais c'est Haralabos Vulgaris, je sais pas si tu connais, qui est un mec qui était dans l'organisation des Mavs à l'époque, qui s'est fait un peu sa réputation pour être un peu dans les paris sportifs, analytics, etc. Il a intégré les Mavs depuis, il y est plus, mais qu'il a résumé en disant tu peux pas baser ta stratégie autour d'un joueur qui shoot à tel pourcentage à 3 points, qui sont d'habitude des 3 points dans le jeu, donc souvent contestés ou pas toujours idéaux. Ouais. Tu peux pas baser ta stratégie sur un pourcentage de tirs pris de manière organique et donc parfois contesté, et espérer ce même pourcentage à l'arrivée sur des tirs qui sont totalement ouverts. Et c'est vrai que c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire, ok, il est à 34% à 3 points, mais il est pas à 34% sur des tirs wide open, sur des tirs largement ouverts, quoi. Donc, des tirs d'entraînement, quoi. C'est ça, il y a un peu une mauvaise logique de ce côté-là sur ça. Mais après, là où je peux un peu défendre la stratégie, c'est il y a aussi parfois un effet psychologique qui arrive très vite. C'est-à-dire que tu fais cette stratégie qui peut paraître, qui peut vexer, hein. Mais imagine le mec, ses 2 premiers paniers, il aimait pas, ou les 2-3 premiers paniers, il aimait pas. Ben, ça se trouve, il va psychologiquement, le shoot, c'est une boîte noire. Il faut penser que le shoot, c'est vraiment une boîte noire entre de mémoire gestuelle, d'exécution, voilà, c'est pas conscient, il y a beaucoup de mystères. Donc, la part psychologique est quand même assez énorme. Et peut-être pour défendre les Warriors, en effet, il faut pas dire, bon, il est à 34%, si on le laisse ouvert, il va shooter à 34%, bon, il va shooter à plus. Mais déjà, sur un match, petit échantillon. Donc, tu peux aussi tomber sur un match où il n'aimait pas. Et puis, l'effet psychologique, s'il commence à louper, ben, peut-être qu'il va être pas en confiance, il va tous les louper, ou alors même ne plus les prendre. C'est ce qui se passe souvent. Donc, voilà, pour un peu les deux côtés de l'histoire, de la stratégie, les pour et les contre. En tout cas, c'était un peu ça, à mon avis, le raisonnement des Warriors. Et d'ailleurs, Steve Kerr l'a dit, hein, il a dit, bon, ben, on était sur un road trip. Il y a des fois on fait des choix très risqués, très osés. Il y a des fois ça paye, des fois ça paye pas. Là ça a pas payé, mais voilà. Non, ouais. On peut dire ça comme ça. Question de Shane T. Tien, qui nous dit, question pour l'hebdo, les Knicks ont des blessures, ce qui fait que Tibbs doit forcer sur des minutes des joueurs restants. Usage délirant pour Brunson ou Dante DiVincenzo. Douce, c'est qui Douce? Ah, c'est McBride qui joue 40 minutes au moins 3 fois sur les 4 matchs depuis la blessure de Brunson. Josh Hart qui joue souvent plus de 40 minutes, ce qui fait que les joueurs ont plus de chances de se blesser. Du coup, plutôt l'œuf ou la poule? Baptiste, toi qui es fan des Knicks. Pour moi, pour le coup, je vais défendre Thibodeau, mais il y a un vrai côté malchanceux sur le début de l'hécatombe, quoi. Et bon, c'est vrai que mine de rien, je sais pas, mais je préfère avoir Josh Hart qui joue 45 minutes plutôt que des minutes d'autres joueurs. Mais voilà, pour moi, il y a un côté pas de chance sur ce coup-là avec Thibodeau. Et plus généralement, qu'est-ce que vous pensez qu'un coach doit faire dans ces conditions? Forcer sur des joueurs valides pour rester compétitif, quitte à en blesser d'autres, ou alors donner les minutes manquantes à des joueurs moins forts pour sauvegarder l'équipe, quitte à devenir moins compétitif? Ben, je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse, hein, malheureusement. Je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse. Et que, effectivement, c'est un peu le compromis, quoi. C'est, soit tu tires sur la corde, mais avec un risque, soit tu dilues un peu le niveau de talent pur, mais voilà, ça a aussi des conséquences. Donc, je sais pas toi ce que tu en penses, mais il n'y a pas de bonne solution, hein. Quand tu as des joueurs forts qui sont blessés, ben, c'est aussi pour ça que c'est dommage, c'est parce que tu peux pas les remplacer aussi facilement, quoi. Ça dépend du contexte, en fait. Ça dépend du contexte. Et c'est vrai que je pense que l'Est étant très serré, les Knicks n'ont pas forcément envie d'être 8e par exemple et de devoir jouer un play-in, et du coup c'est pour ça qu'ils forcent aussi beaucoup, et c'est pour ça que je pense que Brunson va pas manquer beaucoup de matchs non plus, quoi. Après, sur un milieu de saison, je pourrais comprendre de laisser un peu plus filer, on va dire, de faire un peu plus de tests, de tester des joueurs, de pas forcer. Sur une fin de saison où tu as beaucoup d'enjeux, des trucs comme ça, je pourrais comprendre. Sur des playoffs, évidemment. Mais c'est vrai que peut-être que sur une saison régulière, moi, je ferais un peu moins jouer que Thibodeau, peut-être. J'attacherais un peu moins d'importance au court terme et peut-être un peu plus au long terme de la saison. Mais voilà pour les questions auditeurs de cette semaine. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.